Allô Étienne, Bonjour. comment ça va aujourd'hui? Bien toi? Ça va super bien. Étienne, tu es animateur scientifique à l'Insectarium? Exactement, animateur scientifique à l'Insectarium depuis maintenant, bientôt 8 ans. 8 ans, ok. Ouais. Ok. Le temps passe vite, c'est incroyable, Jesus. Okay. Ça passe très très vite, je sais. C'est assez, j'ai réalisé ça récemment là, que ça passait beaucoup trop vite. Mais bon, bref, on n'est pas pour discuter de ça. Mais c'est vrai que ça passe très très vite. Ce qui est c'est quand même cool de se dire que le temps passe vite. Ça veut dire qu'on s'ennuie pas. Exactement. Ça c'est cool. Mais bienvenue à toi, puis merci infiniment d'avoir accepté notre invitation de papoter aujourd'hui d'insectes. On a beaucoup de choses à discuter, beaucoup de sujets, beaucoup de questions. On a fait une pré-entrevue, puis je sais qu'il y a beaucoup de thématiques, on a abordé beaucoup de choses. Sur le chat, n'hésitez pas. Là, on va parler vraiment d'insectes et d'alimentation à base d'insectes. Le but, c'est vraiment de répondre à toutes vos questions et de faire en sorte de démystifier un petit peu les enjeux, les questionnements qu'on peut avoir autour de l'alimentation liée aux insectes. Encore une fois, sur le live, vous connaissez maintenant la musique. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à réagir, à poser vos questions. Étienne se fera vraiment un plaisir de répondre à toutes vos interrogations. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il y a des petits sachets que tu m'as amenés juste ici, il y a des petites boîtes ici qui titillent ma curiosité plus. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours avant d'être arrivé à l'Espace pour la Vie, il y a 8 ans maintenant, comme tu le disais? Quelle était ta formation? D'où vient ta passion pour les insectes de manière générale? Raconte-nous tout. Donc moi, je suis technicien en bioécologie du Cégep de Saint-Laurent. La bioécologie, c'est une technique, ça fait pas très longtemps que ça existe. Ben, ça commence à faire longtemps que ça existe. Ouais. Puis on touche vraiment un peu à tout, l'écologie, la biologie plus en général. On fait même de la chimie, de la microbiologie et surtout de l'écologie, donc l'étude des relations entre le vivant et leur environnement, que le biodôme fait beaucoup d'ailleurs. Et durant ce parcours-là, j'avais un cours d'introduction à l'entomologie, le monde des insectes et de nos autres amis à beaucoup de pattes. Ouais. Et c'est absolument fascinant comme monde. D'un, il est tellement énorme, on finira jamais de tout découvrir. Je pense que c'est carrément impossible. Puis ouais, je me suis dit, si ça m'intéresse, peut-être que ça en intéresse d'autres. Et là, j'ai fait mon stage de fin de DEC avec un organisme qui s'appelle GEP, le Groupe uni des éducateurs professionnels en environnement, si je me souviens bien. Je suis sûr qu'ils ont choisi ce nom-là pour faire le jeu de mots qu'ils nous ont donné la piqûre de l'environnement. Mais bon, ça fonctionne, que voulez-vous? Et ouais, vraiment, je suis devenu maniaque de vouloir partager ma passion et mes connaissances avec les gens. Et the rest is history, comme qu'ils disent. Puis tu as toujours été à l'Insectarium ou est-ce qu'avant tu étais... J'ai été principalement à l'Insectarium, mais avec quand on est fermé pour rénovation en 2019, je me suis promené un peu dans le reste d'Espace pour la Vie. J'ai fait la réouverture du biodôme. J'ai fait un automne au Jardin botanique. J'ai fait le programme La nature près de chez vous, dans le temps où on se promenait dans les parcs de la grande région de Montréal pour faire découvrir aux gens justement la nature près de chez eux, qui était techniquement chapeautée par le biodôme. Donc techniquement, il me reste juste la biosphère. Mais trop récente, j'ai pas eu le temps encore. Très chouette. Est-ce que depuis tout petit, tu es passionné d'insectes, environnement? Insectes, j'avoue que c'est surtout venu avec mon cours au cégep, mais la nature en général, ça m'a toujours intéressé. Depuis que je suis tout petit, mes parents m'ont amené au biodôme, au jardin botanique, à l'insectarium. Et beaucoup à l'écomuséum dans l'ouest de l'île, à Sainte-Anne-de-Bellevue. Donc, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Puis là, quand je me suis finalement déjeuné et que j'ai appris à parler au public et à partager ma passion, voilà, c'est parti. Est-ce que tu avais une petite crainte au début, justement? Cette approche avec le public, c'est quelque chose qui te... Oui, ceux qui m'ont connu au primaire, secondaire, cégep et ceux qui me connaissent maintenant au travail... Ils sont un peu flabbergastés. Je n'étais pas la personne qui allait parler aux gens. Moi, je pensais que j'allais plus finir... et pas que c'est une mauvaise option, là, mais plus technicien en soins animaliers ou quelque chose du genre, prendre soin des insectes, mais dans le background, en arrière-salle, dans les coulisses, pour
justement pas avoir à parler aux autres. Mais finalement, c'est le fun de parler aux gens, puis les gens sont intéressants, ils posent des bonnes questions, donc ouais. Mais les humains sont parfois des insectes un peu particuliers, clairement. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Ah, c'est très chouette. Question pour Étienne, alors ça commence déjà. Oui. Si c'est opportun, c'est quoi le sujet que tu aimes le plus présenter aux gens et c'est quoi le sujet qui les fait le plus réagir? Moi, j'aime beaucoup justement démystifier et essayer le plus possible d'enlever la peur. Donc, c'est pour ça peut-être que j'adore les insectes plus particulièrement parce qu'on a tellement souvent peur des insectes qu'on a plein de questions sur eux, puis c'est facile après ça d'essayer de démystifier le tout. Ouais. La majorité des insectes sont complètement inoffensifs pour l'humain et la vaste majorité sont ultra bénéfiques pour nous. Donc, de passer de j'écrase tout ce qui bouge à, au contraire, je leur plante des fleurs, je leur fais un petit habitat propice, mais c'est mon but dans la vie. Là. Je comprends. Puis un sujet, justement, qui les fait le plus réagir... c'est sûr qu'à l'insectarium, dès qu'ils voient la grosse migale dans les vitrines, tout le monde réagit assez fort. Ouais. Quand je leur dis que la belle petite abeille qu'ils viennent de voir, en fait, c'est une guêpe, tout le monde réagit, mais j'aime bien leur dire non, c'est pas parce que c'est une guêpe que c'est méchant. Au contraire, ils sont très utiles, très gentils, très, très efficaces dans leur rôle. Comment tu gères les gens qui auraient des phobies? Déjà, je suis pas psychologue. Je pense pas que c'est moi qui va régler leur phobie en une visite à l'insectarium. Mais je les prends là où ils sont rendus. C'est arrivé quand même à plusieurs reprises qu'une personne est de tous âges, enfants comme personne aînée. J'ai dû les prendre par leur tendre le bras et visiter avec eux en agissant un peu comme un bouclier. Ouais. Amateur, c'est facile. Donc, je les prends vraiment là où ils sont rendus, je les accompagne dans leur visite. Ouais. S'ils veulent pas voir la grosse araignée, je les fais passer à côté. Si les papillons ils viennent un peu trop proches de leur tête, je les fais passer vite. Tout en essayant de faire comprendre à la partie rationnelle de leur cerveau que c'est pas dangereux. S'il y avait le moindre danger, on vous laisserait pas venir. On se passerait pas 8 heures par jour là. Mais c'est ça, c'est pas toujours facile. Il y en a malheureusement quelques-uns de temps en temps qui partent en courant avec des grosses larmes, mais c'est la minorité, puis souvent on essaye de leur faire du bien, de dédramatiser. Ouais. Puis souvent les peurs sont très irrationnelles. Oui, c'est ça. Puis en plus avec les insectes qui, comme on l'a dit, ont très mauvaise réputation, même si c'est une mauvaise réputation souvent fabriquée de toutes pièces. Ça aide pas toujours. Mais bon, on essaye de faire ce qu'on peut. D'ailleurs, ça vient d'où cette peur des insectes et des araignées? Perso, j'ai peur des cadavres d'insectes et des œufs, mais je ne vois pas de logique là-dedans. Comme on disait, les peurs sont pas très rationnelles. Ouais, c'est ça. La définition d'une phobie, c'est que c'est irrationnel. Sinon, on aurait des phobies pour tout. J'ai la phobie de me faire tuer, mais comme c'est normal, là, tu sais. Donc, d'où ça vient? Depuis des millénaires, j'aurais tendance à dire que les insectes sont... démonisés, c'est peut-être un trop gros mot, mais détestés, ça c'est sûr. Surtout, j'imagine, depuis qu'on a commencé à faire de l'agriculture, ils mangent nos récoltes, ils propagent des maladies, ils nous mordent, ils nous piquent, ça fait mal, on n'aime pas ça avoir mal. Après ça, tu sais... Oui, ils mangent nos récoltes, mais je veux dire, si vous m'offrez un buffet à volonté, je vais manger dedans aussi. Là. C'est tout à fait normal. Il faut se mettre à leur place jusqu'à un certain point. C'est sûr que si vous attaquez ma maison, je vais la défendre, je vais vous piquer, je vais vous mordre. Donc, c'est à nous aussi de faire notre part, de les comprendre et de dire, OK, lui, à chaque fois que je m'approche de sa maison, il braque son dard. Peut-être que je vais passer à côté. Il faut lire la salle, il faut comprendre les réactions des autres. Un minimum d'empathie, là, ça n'a jamais fait de mal à personne. 100%. Puis ça vient, je trouve qu'il y a aussi, pour compléter ta réponse, il y a aussi l'aspect
culture populaire, les dessins animés, les livres pour enfants. Dès le tout jeune âge, on nous apprend que la guêpe c'est méchant, puis c'est piqué, puis que ça fait mal. Mais pourquoi elle pique, comme tu disais, c'est pour certaines raisons, parce qu'elle se sent en danger, donc elle attaque, elle est menacée, etc., etc. Les araignées, évidemment, sont toujours toutes noires, velues et méchantes. Toujours. Le alors serpent, que la pareil. plupart sont même pas capables de percer la peau humaine, c'est ça, personne n'en parle. C'est ça. D'ailleurs, on en a parlé un peu avec André Philippe autrefois. Donc c'est sûr qu'il y a tout ça qui, justement, alimente, si tu me permets la blague, toutes ces mythes autour des insectes, ce qui fait que, malheureusement, ce sont un peu beaucoup les mal-aimés. On ne parlera pas de ça parce qu'on pourrait faire un autre live là-dessus. Mais par exemple, les requins aussi. Les requins ont mauvaise réputation, alors que les requins, c'est clairement un mythe là, qui peuvent attaquer comme ça en te voyant. Donc, toujours est-il qu'il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées et qu'on va justement essayer de démystifier aujourd'hui. Puis justement, pour parler du contexte, on a parlé beaucoup des difficultés, des menaces entre guillemets de ces insectes, leur image qui leur colle à la peau. Quelles seraient, selon toi, les raisons de sauter le pas vers une alimentation beaucoup plus basée sur les insectes? Fait que là, on change vraiment de sujet. Alimentation basée sur les insectes. Quelles seraient pour toi les raisons actuelles pour sauter le pas? C'est sûr que niveau environnemental, c'est assez imbattable, là, surtout si on veut continuer avec des protéines d'origine animale. Pour chaque kilo d'insectes, ça prend de 10 à 100, ça produit de 10 à 100 fois moins de gaz à effet de serre que la quantité équivalente en porc, par exemple. Ça utilise des dizaines, voire des centaines de fois moins d'eau, moins de nourriture. Pour faire 1 kilo de bœuf, ou en tout cas de bovin en général, ça prend 8 kilos de nourriture. Alors que pour faire 1 kilo d'insectes comestibles à manger, ça prend 2 kilos de nourriture. Donc, c'est ça. Et on ne peut pas faire autrement. Vu que ça demande beaucoup moins de ressources, l'impact environnemental est beaucoup moins grand aussi. Juste au niveau de l'espace, on s'entend, une vache, ça a la taille que ça a, puis ça a besoin de quand même une bonne quantité d'espace. Alors que dans une boîte d'1 mètre carré, tu peux avoir des centaines, voire peut-être même plusieurs centaines de grillons qui vont te donner au final presque autant de protéines, de lipides, de glucides et tout. Fait qu'au niveau environnemental, c'est pas mal imbattable. Après ça, au niveau de la santé aussi, c'est assez compétitif. Les insectes sont très riches en bonnes protéines, en bons gras, quasiment équivalent aux poissons là, à ce niveau-là. C'est riche en fibres aussi. Et en plusieurs minéraux, entre autres le fer, le calcium, c'est très riche en ça. Donc par exemple, les femmes avec les règles et tout, la quantité de fer qu'il y a dans les insectes, c'est quand même assez intéressant, niveau calcium aussi. Donc, là, quand tu dis insectes, tu mets quel type d'insectes pour l'alimentation dans ce genre de cas? Là, je mets les insectes en général. Il y a environ 2000 espèces d'insectes qui sont reconnues comme comestibles par la FAO, la Food and... Je me rappelle plus quoi, Food and Agriculture Organization, quelque chose du genre, un organisme onusien. Food and Agriculture, c'est ça. Donc, l'Organisation de la nourriture et de l'agriculture de l'ONU, qui en reconnaît, c'est ça, environ 2000 espèces différentes. Donc, je parle un peu d'eux autres, mais les plus connus, c'est les ténébrions, les grillons. Il y a plusieurs chenilles aussi qui sont très riches, très consommés comme aliments. Parce que justement, tu parles de ça, parce que je pense pour beaucoup, en fait, manger des insectes, ça paraît bizarre, ça paraît comme surprenant, nouveau, étrange, parfois même épeurant. Mais ça peut être aussi une tradition dans d'autres pays, dans d'autres coins du monde. Peut-être un petit peu mentionner ça et puis en discuter un petit peu. C'est plus qu'une tradition dans certains coins du monde. Ça remonte au début de l'évolution de l'humanité. Nos premiers ancêtres, quand c'était encore des primates qui vivaient dans les arbres, étaient probablement principalement insectivores.
Un de nos ancêtres, Australopithecus, je me rappelle plus qui, Robustus, je pense, la majorité de ses protéines venaient d'insectes, ou en tout cas à ce qu'on peut déterminer. On pense même que ce qui caractérise l'humain moderne, c'est entre autres choses la taille de notre cerveau qui est plus grande que normal. Et ça, on a pensé pendant longtemps que c'était lié à une plus grande consommation de viande et donc au fait qu'on est devenu un peu plus des chasseurs que juste des cueilleurs. Mais il y a d'autres hypothèses qui disent que c'était pas tant de la chasse, c'était de la consommation de larves d'abeilles. Okay. Parce que qu'est-ce qui nous fait penser qu'on a commencé à manger beaucoup de viande? C'était que quelques fossiles et ossements de nos premiers cousins éloignés, ils montraient des signes d'une surdose de vitamine A. Et les foies des animaux sont très riches en vitamine A. Donc, on a dit, s'ils ont une surdose de vitamine A, c'est probablement qu'ils mangeaient des foies animaliers. Mais les larves d'abeilles sont aussi très riches en vitamine A. Donc, puis vu l'abondance qu'il peut avoir dans une ruche d'abeilles, ça pourrait être assez pour expliquer cette surdose en vitamine-là, en vitamine A. Donc, ça nous suit depuis toujours, littéralement, l'entomophagie. Mais même plus moderne, on a des artefacts datant de 2000, 3000 avant Jésus-Christ, puis surtout en Asie, mais aussi en Afrique, de consommation d'insectes. Il y a des passages dans le Coran, dans la Bible, qui mentionnent manger des insectes. Donc, ça nous suit depuis toujours, là. Ouais. On nous dit que ça paraît logique de passer aux insectes. Croxitrou nous dit ouais, ça paraît logique. Justement, on va en discuter un petit peu. Ça paraît logique, mais ça peut être beaucoup de barrières psychologiques autour de ça quand même. C'est surtout les barrières psychologiques qui nous arrêtent. Ouais. Du coup, est-ce que vous mangez des insectes au quotidien, nous demande Émerion? Moi, personnellement, non, parce que c'est pas encore disponible à grande échelle. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange. À l'insectarium, quand j'ai commencé en 2017, c'était l'événement Croque-Insectes. Ouais. Et horaire dépendant, presque à tous les jours, quand je pouvais, j'allais au petit casse-croûte me chercher une petite collation. Je rêve encore de la crème glacée trempée dans les termites. Mais oui, donc moi personnellement, ça me dérange absolument pas. Et oui, j'en mangerais tous les jours si c'était disponible. Puis on parlera un peu plus tard justement de l'alimentation de demain, puis en fait du fait que ce soit malheureusement pas suffisamment accessible, démocratisé, économiquement viable aussi forcément, parce que comme c'est pas suffisamment développé, il y a forcément moins d'accessibilité côté finance. Parlons des freins psychologiques à cette consommation-là, avant qu'on commence à déguster tout ça, puis tu nous apporter des petits échantillons. Comment, selon toi, est-ce qu'on peut réussir à passer du burk à pourquoi pas? On peut commencer simple. Personne vous oblige à prendre la larve crue sur une souche et vous la mettre dans la bouche tout de suite. Il y a la poudre de grillon qui est quand même trouvable en magasin et même en grande surface. Et c'est de la poudre. Si vous mettez de la poudre de protéines dans votre smoothie ou dans votre shake le matin, c'est pareil. Puis c'est assez polyvalent. Vous pouvez mettre ça dans de la pâte à muffin, de la pâte à cupcake, de la pâte à crêpes, votre smoothie, votre shake, n'importe quoi. Donc, commencez petit, une petite cuillerée de poudre de temps en temps. Puis après ça, vous verrez, vous viendrez à nos boutiques, on essaiera de vous faire déguster ce qu'on va tester tantôt. Et on commence par là. Il n'y a pas de stress, là. Justement, tu parles des boutiques de l'Espace pour la Vie, puis c'est vrai que vous en vendez. On en parlera vers la toute fin, mais peut-être justement expliquer qu'il y a quelques boutiques spécialisées à Montréal qui vendent ce genre de produits-là, mais clairement pas partout. Clairement pas partout. En même temps, c'est un peu l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est pas encore commun parce qu'il n'y en a pas partout ou il n'y en a pas partout parce que
tout le monde a les réactions de dégoût. Donc, il va falloir s'aider un peu là-dessus, la gang. Mais c'est quand même disponible, là. Il y en a dans les métros. Moi, je sais, dans le temps, j'en avais vu au Provigo, au IGA. Donc, vraiment, dans les grandes surfaces, il y en a. Ouais. Sinon, dans les épiceries un peu plus fines, un peu plus santé, comme Rachel Berry. L'autre, malheureusement, désolé, Chère Boutique, qui est en face du épicerie fine, qui est en face du Palais des Congrès. J'ai oublié votre marque, mais il y en a là aussi. Okay. Puis sinon, directement sur le site du fournisseur aussi, ça se fait là. Okay. Ouais. Donc pour répondre un petit peu à ta question aussi, Croxitrouille, pour essayer d'en trouver. Je sais que j'ai une communauté qui est franco-québécoise. Donc c'est sûr qu'en France, je ne sais pas trop exactement s'il y a des magasins ou des marques spécialisées là-dedans. Ouais, j'avoue que j'ai limité mes recherches au Québec, mais ça devrait se trouver en France, en Europe aussi, là, je peux pas croire. Là. J'ai vu la chenille sur Google, vraiment j'ai une réaction de dégoût total. Oh non, Croxitrouille. C'est plus facile de commencer avec des poudres, ouais, effectivement. Oui, effectivement, des poudres, ça va très bien. J'avoue que je ne sais pas s'il y a déjà des livres de recettes, mais je suis sûr que ça doit exister. Il devrait y avoir quelques recettes traditionnelles qui ont fait leur chemin sur Internet. Là. Si vous êtes capable de manger des crevettes, vous êtes capable de manger des grillons. C'est la même chose. Ouais. Est-ce qu'on peut manger n'importe quel insecte? Il faut quand même faire attention. Donc, comme j'ai dit, il y a la FAO qui reconnaît environ 2000 espèces. Ouais. Il y a quand même beaucoup d'insectes qui soit sont toxiques. Par exemple, si on prend l'insecte connu, la chenille du monarque, elle, j'irais peut-être pas la goûter parce que ça va me donner mal au ventre. Donc, il faut faire attention à ça. Il ne faut pas non plus piger n'importe quel insecte qu'on voit en nature parce qu'il y en a que, bon, ça va pas goûter bon ou, veut pas, ils ont des maladies parasites, même si c'est pas nécessairement des maladies ou parasites qui peuvent se transmettre à l'humain, ça reste que c'est pas idéal là, de consciemment manger des parasites. Donc non, je dirais pas tous les insectes, mais c'est pas comme tous les crustacés ne sont pas comestibles non plus aussi. Là. Ouais. Fait quoi? Un peu la même chose que les champignons aussi. Un peu la même chose que les champignons, ouais. Les effets seront peut-être moins forts quand même, là, mais... Ouais. mais oui. De ça, tous les champignons sont comestibles au moins une fois. C'est pas faux, ouais. Oui, au moins une fois. Au moins techniquement. Ouais. Mais bon... On peut les ingérer, après... Je vais laisser d'autres faire les tests pour ce bout-là. Là, je vois Soliflore qui parle des personnes allergiques aux crustacés. Oui, exactement, un très bon point. Les crustacés sont les ancêtres des insectes. Leur carapace, leur exosquelette sont faits des mêmes composantes. Donc oui, si on est allergique aux crustacés, on est plus que probablement allergique aux insectes. Okay. Donc ça, effectivement, il faut faire attention. Okay. Mais si vous réussissez à éviter les crustacés, vous allez réussir à éviter les insectes. Donc, j'ai 4 produits d'une compagnie qui s'appelle La Mexicoise, qui est faite justement préparée au Québec. Okay. Donc, on a des ténébrions et des grillons à l'érable. Okay. On a des sauterelles chipotle. Ouh. On a aussi d'autres ténébrions, cette fois-ci à l'érable et à la cannelle. Ceux-là, ils sont quand même assez bons. Okay. Et des grillons rôtis à l'ail. Donc, si vous aimez les patates à l'ail, je vous garantis que vous allez aimer ceux-là. C'est juste un peu plus croustillant. Ça donne envie. Hein? Ça donne envie, ouais. Les patates à l'ail, là, on va se garder le sucré pour le dessert. Et en plus, c'est des sachets refermables. Donc, si vous ne mangez pas tout d'un coup, il n'y a pas de gaspille. C'est ça. Donc, grillons rôtis à l'ail. C'est très... C'est celui-là. Ouais, pour le coup, l'ail, on le sent bien.
Oui, ça goûte l'ail. Il faut aimer l'ail, les amis. Il faut aimer l'ail, ouais. Tiens, je vais me mettre un peu plus proche de la caméra. Ah, des vraies assiettes. Yay! Merci, Marika. Tu nous amène une petite assiette. On se partage. Hop là. Tac, je mets ça sur le côté comme ça. Peut-on avoir un zoom? Oui, absolument. Absolument le petit zoom. Ce qui manque, nous dit Twards, c'est des recettes originales qui mettent en valeur en fait les insectes. Bah, beaucoup, là on est sur une petite recette quand même qui est cool, tu sais. Moi je verrais bien ça avec une petite boisson alcool ou sans alcool. L'été, dans la chaleur, avec une petite boisson fraîche, ça passe très bien. Je parle d'expérience. Ouais. Bah, tu me disais ça justement en pré-entrevue. Tes premières approches que tu as pu faire avec tes proches, ça a été d'amener ça puis de dire on boit un petit truc à côté. Un petit bol de grignotine. À la place du bol de noix, des bols de cacahuètes. Nébrion, c'est ça. Et tu mets tes nébrions à côté, ouais. Restons civilisés, mangeons nos vins dans des assiettes absolument. Oui, exactement. C'est très intéressant. C'est très crunchy. Ouais, c'est ça, croustillant. Et non, ça pogne pas tant que ça dans les dents. Non, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec toi. Pancake à la poudre de grillon, smoothie, fraise, banane avec ténébrion, érable et cannelle. Smoothie aux fraises et à la banane avec poudre de grillon, baie poudre de grillon, salade de fruits. Plein de recettes sur le site des amis d'Insectarium en bas de la page. Let's go. Merci beaucoup pour le lien. 24 heures de science. Bon matin Artoise, j'espère que tu vas bien. En fait, je pense que selon moi, l'un des freins psychologiques à ce genre de petits snacks comme ça, c'est pas tant le goût, c'est surtout l'aspect visuel en fait. Si tu t'arrêtes juste à l'aspect visuel, comme parce qu'on n'est pas habitué à ça. Non, et au moment où tu passes le pan puis tu finis par manger, là c'est vraiment des cacahuètes, puis comme s'il en reste, je pars avec ça à la maison, hein, clairement. Hein. Vas-y. Fait que 8 grammes de protéines. Et c'est produit par la Mexicoise. Juste ici, je vous montre le petit package. Une allergie aux crustacés pourrait se traduire en allergie aux insectes. Donc grillon, rôti à l'ail et sel de mer. Je sens plus l'ail par exemple que sel de mer. Oui. C'est très très bon, c'est un bon petit snack ça je trouve. Là les 4 que tu m'as montré, que tu apportes ici, est-ce que c'est les 4 uniquement ce qui est vendu dans les boutiques de l'Insectarium? C'est ce qui est vendu dans les boutiques de l'Insectarium. En plus gros paquet, en pot vraiment, on a aussi à la lime. Puis on a les bons vieux suçons avec une larve à l'intérieur. Arrête. Est-ce qu'on est sur un gros vendeur ou en général Je pense que oui. Ouais, c'est sûr que moi, l'éducation, c'est pas moi qui a les chiffres. Mais oui, ça se vend. Là. Bon, merci des beaucoup. Fois un peu en dare, là, en défi pour amis et familles qui visitent. Mais bon, ça se fait pareil. Mais pour ce soir, si je ramène les petits échantillons à la maison, je vais faire ça. Il n'y a pas une fourmi rouge qui sert de colorant alimentaire? Pas une fourmi, une cochenille, donc un petit insecte qui va se nourrir de la sève. Dans ce cas-ci, dans celle qu'on parle, c'est de la sève d'un cactus. Et en l'écrasant, ça donne le rouge carmin. Le carmin, c'est justement l'insecte. Donc oui, ça vient... désolé, chat, mais vous avez tous mangé des insectes sans vous en rendre compte. Désolé de vous l'apprendre comme ça, mais c'est la vérité. Le rouge carmin, ça vient des insectes et toutes les organisations d'inspection d'aliments, la FDA, la CIA, tout le kit, ont des quantités limites permises de morceaux d'insectes dans les divers aliments. Il n'y a personne qui trie les grains de café un à un pour s'assurer qu'il n'y a pas une petite bibite dedans. Donc, désolé, vous en avez déjà tous mangé. On va enchaîner avec la prochaine échantillon que tu nous as ramené. Donc, chipotle. Allez, chipotle. Cette fois-ci, c'est des sauterelles. On est sur des sauterelles, ok. Donc, on va tenir ça ici. Voilà.
C'est cool que l'Insectarium propose ce genre de produit, absolument. Ouais. Le petit chipotle. Merci en tout cas de nous rejoindre par ici. Et pour ceux et celles qui seraient dans le coin, au Québec éventuellement, je vous remets la commande ici, vous avez toutes les informations du festival 24 heures de science, donc n'hésitez pas. Très chouette ça, ouais. Un petit zoom. Et on le sent aussi que c'est une petite odeur de chipotle bien différente de l'ail de tantôt. Là, je vais en prendre un, je vais faire un petit zoom. Hop là. En même temps, je mange à côté. Un goût un peu plus prononcé. Il faut aimer le chipotle. Il faut aimer le chipotle. Ouais. Sans patte ni tête, me dit-toi. Ouais, des sauterelles, c'est plus gros que des grillons, donc on peut se permettre d'enlever un petit peu de morceaux sans perdre la moitié de l'insecte. Il y a ça aussi à gérer, hein? Absolument. Absolument. Comme là, on était sur les grillons, mais sur les grillons, on avait juste une petite partie au final de l'insecte, mais c'est ouais. C'est pas mon préféré par exemple, je pense. Mais parce que c'est surtout les épices en tant que telles qui. Ouais, moi aussi, je suis un peu moins chipotle, mais ça, c'est un goût personnel. Là. Ouais, 100% personnel. Mais c'est crunchy. Ok. Bon, star au plat, comment ça va? Sans pâte ni tête, c'est ça. Coucou Smash, comment ça va? Mais c'est vraiment les épices. Les épices, je pense, sont comme un petit peu intenses, mais ça se mange quand même. Oui, non. Peut-être plus ceux-là avec une petite boisson froide pour peut-être un peu atténuer. Ouais. Mais non, très bon. Une petite limonade ou un truc à côté, là. Dans des tacos, ça serait bon. Sur votre toast à l'avocat, là, ça aurait été très bon, je pense. Mais ça m'arrive régulièrement de faire des petits pokés. Oh. Merci beaucoup. Merci pour l'eau. J'en ai une encore. Merci beaucoup, Fanny. Je suis encore en train de filmer mon petit Pellegrino. On partage, on boit. Tiens, cheers. Cheers. Merci beaucoup encore une fois, Étienne. Ça fait plaisir. Mais c'est pas mon frère. Je pense que je préfère le rôti à l'ail, avec un goût un peu plus doux. Mais encore une fois, on est purement subjectif. Le goût, les épices en tant que tel, et pas tant l'insecte en tant que tel à manger. Oups là, parce qu'on est vraiment sur des épices. Encore une fois, c'est une recette qui est proposée ici. Un des 4 échantillons que tu nous as amené ici. Si vous aimez ces épices-là, bah go for it, c'est probablement que vous allez aimer. Mais il n'y a pas de goût derrière je ne sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait décrire ça. On est vraiment beaucoup plus sur les épices qui sont très de l'avant et qui sont vraiment des petites cacahuètes qu'on pourrait grignoter vraiment. On est vraiment là-dessus. Est-ce qu'on enchaîne sur le troisième? Oui. Allez. Donc là, on va aller un peu plus dans le sucré. Donc on a le choix entre érable tout court ou érable et cannelle. Érable tout court. Puis après, on rajoute la cannelle après. On est que sur quel insecte? C'est des ténébrions et des grillons. Okay. Donc un petit mix, un petit mélange. Ok. Croque Citron nous demande quel est le prix pour un sachet, comme ce qu'on a, un sachet comme ça là. Un Insectarium, ces sachets-là, c'est 5 $. Ok. Le pot de je me rappelle plus quelle quantité, mais quand même de bonne taille, il est 13 $. Ok. Donc. Là-dedans, on a combien de grammes? C'est une. Par 15 grammes, on a 4 grammes de protéines, 10 grammes de glucides, surtout à cause de l'érable, et très peu de gras. Je vais monter petit névoyant juste ici. Vous les voyez bien, j'espère. Hop là. Donc là, on est sur un petit dessert. Oh! Ouais, hein? Ah ouais. Petit caramélisé aussi de l'érable. Ça, c'est très intéressant. On dirait du... c'est comme caramélisé, comme j'aime bien. On dirait... Ça, un petit granola dans un yogourt. Là. Ouais.
Fait un petit côté un peu caramel beurre salé. Ça se mettait bien dans les gâteaux, ça, je pense. Oui, effectivement. Ouais, c'est très intéressant. Mais je pense que tu les as bien choisis. En tout cas, cette sélection-là est intéressante. Aussi, parce qu'on met beaucoup en avant les épices, donc c'est pour ça que ça passe mieux. Je me rappelle la première fois que j'avais goûté des insectes, j'étais sur, je pense que c'était des sauterelles, je pense. Puis il y avait très très peu d'épices. Et donc forcément, c'était pas... On les goûtait plus. Ouais, c'est ça. C'était pas fou au niveau de la portion gustative, du goût. Ouais, parce qu'à la base, c'est un goût quand même assez neutre, un peu noiroti, moi, je trouve. Ok. Ouais. Donc, si vous aimez les noix rôties, normalement, ça devrait bien aller. Je trouve que ouais. C'est intéressant. Il y aurait certainement des recettes à faire là-dessus. On dirait un influenceur foodie que tu montres exactement. Ouais, non, 100%. Je vais me reconvertir. C'est science à la carte. Donc à la carte égale on bouffe. Mais tout est logique. Tout est logique. Un mélange de noix et d'insectes. En fait, je trouve que le côté caramélisé me fait oublier en fait que c'est des insectes que je mange. J'ai l'impression juste de manger, c'est ça, encore une fois du caramel. Hummus épicé à la poudre de grillon, salade verte d'été avec sauterelle à la lime ou grillon canadien rôti à l'ail. Patate douce épicée à la poudre de grillon, trop bien. Trop intéressant. T'as faim l'orgibus, c'est vrai, à 18h50, faut dire. Ouais, c'est vrai que de l'autre côté, c'est ça, 6 heures de plus. Il est présentement midi 53 pour ceux qui nous rejoignent. Donc le prix d'un sachet Croque Citrouille, on est sur du 5 € pour le sachet qu'on vous a montré là, chacun font 5 €. Vous avez un format un peu plus grand. Donc c'est sûr qu'on est sur un produit qui n'est pas forcément accessible pour tout le monde, certainement. Mais justement, c'est l'un des enjeux qui fait en sorte que c'est pas assez démocratisé, notamment l'aspect économique. Je vous rattrape sur le chat. Merci beaucoup 24 heures de science pour tous les liens. Bon matin gouache, j'espère que tu vas bien. Alors l'idée de mettre dans un yaourt, j'adore. Ouais. Dans un yaourt, j'adore l'idée. Je trouve ça vraiment super intéressant, ouais. Parce que ça rajoute en fait l'aspect sucré. Vous prenez un yaourt nature, là, puis vous mettez ça. Je trouve que l'aspect sucré on mettrait directement du sirop d'érable, mais là on peut mettre directement ça. Un côté crunchy qui est, je pense, très intéressant. Comme dit chez moi, le goût est fade, l'avantage est qu'on sent surtout l'accompagnement. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Puis l'analogie va être un petit peu tirée par les cheveux peut-être, mais ça fait un peu penser comme le tofu. Le tofu, comme rares sont les personnes qui vont dire j'aime ça, manger du tofu comme ça. C'est tout l'accompagnement, la façon dont tu vas faire ta recette, l'accompagnement, puis toutes les épices que tu mettrais avec tout ça, qui vont faire en sorte que ton tofu va être bon. Exactement. Mais si tu manges juste ton tofu comme ça, c'est sûr que ça va pas être très alléchant. Bientôt sur le menu déjeuner chez Cora, ouais. Allô mon coco, pourquoi pas, franchement, ce serait très ambitieux, je pense, de faire ça. Mais ça participerait au fait de pouvoir réussir à démocratiser l'alimentation à base d'insectes. Éventuellement, hein. Est-ce que c'est game de faire ça? Pas sûr. Ça serait un coup marketing potentiellement intéressant, je pense, mais... Un autre show, je pense pas que les gens soient prêts à ça. Moi, je suis prêt à les mettre au défi. Mais je suis un potentiel client sur je sais pas combien, donc... mais ça serait effectivement... Ça aiderait beaucoup la cause. Ouais. De marketer autour de ça pourrait vraiment... il y a peut-être quelque chose à aller chercher là-dedans. Si jamais vous nous écoutez, hein, les personnes qui travaillent pour le Mon Coco, les chefs et tout ça, n'hésitez pas à le frier. Tu auras des œufs, en tout cas des repas de brunch avec des insectes. Pourquoi pas. Est-ce qu'on rajoute la cannelle? On rajoute la cannelle. Allez. Donc cette fois-là, c'est juste des ténébrions, érable et cannelle. Encore une fois de la marque mexicoise, c'est la seule qu'on a. Parce que c'est pas encore super commun, mais bon. J'ai des trop gros doigts pour la taille de ces sachets. C'est une, tu l'as déjà dit, mais c'est une entreprise québécoise? En tout cas, derrière, c'est marqué Aliments du Québec. Donc, c'est quand même... Ça commence bien là, dans ces temps d'achat local et de...
Hein? Merci. Voilà. Je vous montre ça. Hop là. Mais oui, je pense que dans les yogourts, dans les smoothies, en tout cas. Mais tu vois, je pense que le premier qu'on avait goûté à l'ail, je pense que celui-là, je le mettrais bien dans un poké pour donner du crunchy. Oui. Moi, je mets souvent du tempura dans mes pokés. Puis tu pourrais remplacer ça par le côté salé, le côté crunchy. Peut-être quelque chose à aller tester. On sent beaucoup plus la cannelle que tantôt. La texture me fait penser simplement à des céréales qu'on pourrait manger. Trop intéressant. Alors désolé, les live Twitch ne sont pas en 6 dimensions. On ne peut pas vous faire sentir malheureusement. Vous m'entendez peut-être en train de crunchy là-dedans. Mais malheureusement, on ne peut pas ni vous faire sentir, on peut juste vous faire voir et vous décrire un petit peu tout ça. Mais tout est très tendre, tout se mange très bien en fait. Tout se mange vraiment très très bien. Si on ne prépare pas les gens, ils ne peuvent pas être prêts. D'où l'intérêt de proposer au moins une fois dans des restaurants, même si c'est juste un coup de com'. Exactement, c'est clair. En fait, si on ne propose pas la possibilité en fait aux gens de pouvoir en consommer facilement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller dans un endroit spécifiquement pour en avoir, probablement que ça pourrait marcher. Mais après, on se rappelle, il faut que ce soit aussi rentable pour la compagnie en tant que telle, il faut que ce soit un gros coup de com', qu'il n'y ait pas de bad buzz derrière, etc. Enfin, qu'il y ait toute une stratégie marketing autour, évidemment. Mais il y aura peut-être quelque chose à aller jouer là-dedans. Ce serait bien dans les restos avec des cartes changeantes, style bistrot. Ouais, c'est vrai ça. Ouais. Des restos gastronomiques, ça doit exister. J'imagine qu'à Montréal, il doit y avoir des gastronomies. Ça doit exister. Je sais que l'Insectarium, on a fait affaire avec le chef Daniel Vézina pour faire une boîte justement de mets, de préparation entomophagique. On avait des tapenades, des tartinades, des craquelins, même des petits gâteaux. Puis c'était excellent. Ouais. Et oui, ça prouve qu'on peut apprêter les insectes de manière gastronomique. Là. S'il y en a bien un qui connaît ça, c'est chef Vézina. Là. Donc, ouais. Parfait, ça fait le tour. Ouais, je pense que le premier que j'ai préféré, c'était le ail. L'ail. On a commencé par mon préféré. Chipotle, je pense que celui-là, je vais le mettre de côté, mais c'est simplement à cause des épices. Puis les deux desserts, si vous aimez sirop d'érable, allez-y avec la première option. Sinon, la deuxième, plus cannelle, qui fonctionne très bien et qui est très 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 bon. Et qui, je pense, avec les desserts, se lit vraiment bien. Question pour Étienne, c'est quoi le truc le plus wild que tu aies goûté en matière d'insectes? Ou le produit le plus étrange que tu aies déjà vu? C'est sûr que c'est wild parce que déjà, c'est manger des insectes. Donc déjà, pour le commun des mortels, c'est fou. Mais c'était très bon. C'était une tartelette au chocolat et punaise. Pas punaise de lit. Tout de suite. Punaises boucliers, là, les punaises classiques, brunes et vertes, qui sentent mauvais si on les énerve. Mais une fois rôti, ça goûte la pomme verte. Okay. Donc, chocolat et pommes vertes, ça allait quand même assez bien. Sinon, il y a beaucoup de fourmis qui goûtent un peu acidulé. Donc, dans une limonade, ça rehausse le goût de citron, le goût acidulé. C'était très bon, ça aussi. Comme j'ai dit, mais beaucoup goûtent les noix rôties, donc dans toutes les préparations qui se portent à ce genre de goût-là, c'est très bon. Fait que ouais, j'ai quand même mangé des trucs assez classiques là, quand on commence l'entomophagie. J'ai pas mangé là, les grosses larves de scarabées ou les grosses chenilles de mopane comme on a parlé tantôt. Ouais. Mais c'est plus par manque de disponibilité que par manque de goût, d'intérêt. Comment? On a Gouache qui nous dit « J'ai trouvé de la farine de grillon à Sherbrooke en vrac
Ah. C'est très cher par contre. Ouais, c'est encore très cher, mais encore une fois, il va falloir un peu passer par ce moment-là parce qu'on peut pas juste attendre que soudainement ça soit 2 $ le kilo comme la farine ordinaire parce que c'est l'offre de la loi et la demande. C'est économie 101. Là. Il faut qu'il y ait des gens qui en achètent pour que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, oui, les premiers adopteurs de ça vont payer le plein prix, mais après ça, en tout cas, on espère que ça va baisser. Là. D'où l'intérêt d'avoir des grands groupes, des grandes chaînes qui embarquent là-dedans et qui vont faire en sorte de pouvoir produire à la chaîne en grosse quantité pour ensuite faire en sorte d'avoir un prix un peu plus bas et plus accessible, mais c'est sûr que c'est cher. Par curiosité, Gouache, est-ce que tu te rappelles du prix au poids de ton magasin en vrai? Je suis curieux. C'est sûr que le très cher, c'est relatif, là, dépendamment de son budget, mais c'est sûr que c'est forcément beaucoup plus cher que de la farine normale. Mais je suis intéressé à savoir si tu l'as encore en tête, le prix, je suis intéressé. Ouais, de toute façon, il faut plus considérer ça comme de la poudre de protéines parce que ça va pas remplacer la farine normale, là, la farine de blé, par exemple, pour la pâtisserie. C'est un ajout pour améliorer un peu la valeur nutritionnelle, mais ça peut pas remplacer, ça n'a pas les mêmes propriétés que de la farine normale de toute façon. Donc, c'est un peu correct que ça coûte plus cher parce que c'est pas un produit de base non plus. Tu fais pas des pâtes juste à ça. Tu en rajoutes un peu pour mettre un peu de protéines, mais c'est ça. Tu en as parlé un peu rapidement tantôt. En termes de produits dérivés justement à base d'insectes, avec des petites grignotines comme ça, des petites gourmandises comme ça qui se mangent bien en apéro, mettons. Il y a aussi des biscuits, c'était pas de la farine, tu en as parlé tantôt. Puis il y aurait quoi encore d'autres? Des barres protéinées aussi? Des barres protéinées, des barres énergétiques. Qui, en tout cas, celles que j'ai mangées pour des barres énergétiques, goûtent très bon. Okay. Je sais pas si c'était la marque qui essayait de nous surprendre et nous fasciner en mettant le paquet côté qualité des saveurs et tout, mais ça restait très bon là, pour une barre protéinée. Okay. Donc, je dis pas que c'est la faute aux insectes, que juste parce qu'il y avait des insectes dedans, soudainement c'était plus tendre et plus moins sec et tout, mais ça aidait. Bon. Mais je pense que, en tout cas, il fut un temps, on en parlait justement en pré-entrevue, le marketing autour des produits, notamment des barres protéinées. Je sais pas à quel point, chez les sportifs, notamment cyclistes, je pense beaucoup aux cyclistes à ce moment-là, mais très amateurs de barres protéinées, avant une course, whatever. Je ne sais pas à quel point est-ce que le marketing de barres protéinées à base d'insectes est fort auprès des cyclistes. J'ai pas fait de recherche pour le coup. Si vous avez des infos sur le chat, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière ce genre de produits-là de consommation qui peuvent remplacer des barres protéinées plus classiques et qui ont un apport nutritif, tu en parlais en début du live, qui serait tout comparable, voire même meilleur. Dans un article de Radio-Canada écrit en 2018, c'était 13 $ le 100 grammes. Ok. Donc en 2018, puis là récemment, tu nous as dit que la livre c'était 25 $. Ok. Ou 100 grammes, je suis plus certain. Ok. Une livre, c'est 450 grammes, donc ben, ça a quand même déjà beaucoup descendu de prix. Ça semble avoir descendu pas mal de prix, ouais. Ok, quand même un peu plus accessible quand même. Toi, Étienne, des publicités de tout genre de produits-là, t'en as déjà vu? Non, à ce que je sache, j'en ai pas vu. Faut dire que je suis pas la personne qui regarde le plus les publicités non plus. Mais oui, effectivement, la mexicoise et autres produits, si vous nous écoutez, peut-être une affiche ou deux dans un abribus, ça pourrait aider. Ouais. Mais bon, on va laisser le marketing aux gens de marketing. C'est ça. Sur le site de la mexicoise, c'est 11,99 $ le 100 grammes pour le prix actuel. Ok. Fait 12 $ le 100 grammes. Ouais. Intéressant. Donc, je nous ai apporté des amis. Alors, on a justement des ténébrions.
Et un phasme, wow. Un insecte-branche. Là, je ne sais pas à quel point ils seront visibles avec les reflets sur les boîtes, mais j'ai le droit de les sortir de la boîte s'il faut. Très cool. Donc, on va commencer par celui qui n'est pas comestible. Wow. Donc, on a un magnifique diaphérode géant, un phasme qui nous vient de la Guadeloupe. Ça, c'est une femelle. La femelle est quand même assez grande, hein? C'est pas pour rien qu'on l'appelle géante, et elle est un beau vert tendre. Le mâle, il va être plus court, plus mince et brun. Donc, on peut pas vraiment se tromper dans l'identification. Les phasmes sont peut-être pas comestibles. En tout cas, j'avoue que j'ai pas fouillé dans les 2000 espèces reconnues, voir s'il y en avait. Le temps est limité quand même. Mais il reste très utile à avoir dans nos forêts. Donc, les phasmes sont des végétariens, ils vont manger des feuilles. Et en mangeant les feuilles, surtout celles tout en haut des arbres, ils vont faire des trous dans la canopée. Ah, il est en train de nous faire un beau petit crotte qu'il vient d'envoyer je sais pas où. Sur l'écran derrière, je crois. Ah, bon, ben voilà. Tant que c'est pas sur les joueurs, c'est bon. C'est ça. Et c'est ça. Donc, en mangeant les feuilles tout en haut des arbres, ça va faire des trouées dans la canopée par où le soleil va pouvoir passer, atteindre le sol, et là, pouf, des nouvelles plantes vont pouvoir pousser grâce à cette nouvelle source de lumière. Donc, très, très utile à avoir en forêt, ces beaux petits animaux-là. Quoique, bon, peut-être que les plantes, ils aiment un peu moins ça, se faire grignoter, mais c'est pour leur bien. Donc, très mignonne. Tu veux venir me voir? Non, je t'ai trop touché. OK. Bon, voilà. Là, on est sur combien de grammes, genre? Très léger, là? Quand même assez léger. Attends, on va voir si elle veut venir dans ma main. Attends, me voir. Bon matin, Lisco, bienvenue. Et voilà, bon petit chou. Hein? Waouh! Voilà. Bon, très, très tranquille. Là, elle est un peu énervée parce qu'on la dérange de son endroit, de son repos, mais elle n'est pas en détresse non plus, là. Si tu veux l'essayer pour savoir, avoir le feeling à peu près combien ça pèse. Ouh! Ouh! C'est un petit peu bizarre. Ouais. Voilà. Ouais, on est sur du 2 grammes, là. Très léger. Bon, voilà, on va la couleur est magnifique, absolument. Ah oui, vraiment. Donc tu disais que c'était une espèce qu'on retrouve en Guadeloupe, c'est ça que tu disais? Ouais, en tout cas, vous avez trouvé en Guadeloupe. Et voilà. De retour à la maison. Ça va mettre en hauteur, donc elle va s'accrocher au grillage au-dessus de son vivarium, puis elle ne bougera plus de là. Bon. Je ne retrouve vraiment pas sa crotte, mais bon. Peu importe. Écoute, c'est... Désolé, équipe d'entretien du planétarium. Désolé. C'était pas prévu, mais les insectes vivants, c'est comme ça. C'est comme ça. Et sinon, ici, on a des ténébrions. Ce n'est pas les mêmes espèces qu'on vient de déguster. L'espèce de ténébrion qui est souvent mangeable, c'est le ténébrion meunier, le fameux ver à farine. Okay. Parce qu'il est super facile à élever. Eux, c'est des ténébrions qui sont plus des endroits désertiques. On va avoir juste ici... Oh, qu'il est petit, lui. On va avoir le ténébrion cendré du désert. Le désert, dans son cas, c'est le désert du Mojave aux États-Unis, près de Las Vegas. Okay. Et pour survivre beaucoup de ténébrions vivent dans un désert. Et pour survivre dans un endroit comme ça, leur stratégie, ça va être de suer le moins possible. Donc, de garder l'eau à l'intérieur de leur corps. Pour ça, ils ont plusieurs stratégies. La première, c'est leur couleur. C'est pas pour rien qu'on appelle ça des ténèbres ions. Okay. C'est qu'ils sont tous de couleur foncée.
Je vais expliquer pourquoi celui-là est pâle dans quelques instants. Et on a découvert que chez les insectes, la couleur noire, la mélanine, ça faisait que les pores de leur peau, les trous par lesquels la sueur sort, sont encore plus petits que d'habitude. Okay. Donc l'eau a vraiment de la difficulté à sortir. En plus, normalement, chez les coléoptères, les scarabées, la partie ici sur le dos, on appelle ça des élytres. Et normalement, c'est ça qui s'ouvre pour révéler des ailes en dessous. Et là, l'insecte va s'envoler. Mais chez beaucoup d'espèces de ténébrions, dont celle-ci, les élytres sont soudés ensemble et au reste du corps, donc ils ne peuvent pas s'envoler. C'est pour ça que je me sens confortable de l'avoir dans la main comme ça et pas avoir peur de devoir le pourchasser à travers le planétarium. Mais oui, ça fait qu'il ne peut pas voler, mais ça fait qu'il n'y a pas aussi de grosses fentes au milieu. Oups, c'est correct, ils se laissent tomber, c'est un de leurs caractéristiques. Donc, ça fait qu'il n'y a pas de grosses fentes par lesquelles l'eau peut juste s'échapper sans problème. Et ce qui leur donne leur couleur cendrée, je vous rassure tout de suite, on ne l'a pas mis dans le feu, c'est en fait qu'ils vont produire une couche de cire. La cire, non seulement c'est imperméable, mais en plus, ça protège contre les rayons du soleil. Et quand on vit dans un désert, c'est quand même assez utile. À part de ça, tous les ténébrions que je connais sont végétariens. Vont manger le peu de plantes là, qui réussissent à pousser dans les déserts. Au besoin, beaucoup peuvent aussi agir en tant que décomposeurs en mangeant, entre autres, des crottes, parce que il faut bien manger un jour. C'est aussi des insectes qui ont tendance à se tenir en groupe. À noter que c'est pas des insectes sociaux, comme les abeilles, les fourmis, les guêpes et tout. Mais ils aiment bien ça, se tenir en petits groupes. Et ils n'ont aucun concept de bulle personnelle. Donc là, vous verrez, vous voyez peut-être pas, mais il y en a deux qui sont un par-dessus l'autre. Ouais. Ça ici, c'est le ténébrion Pinacat, qui lui nous vient de l'ouest de l'Amérique du Nord. On peut le retrouver au Canada, d'ailleurs, en Colombie-Britannique. Donc lui, il vient pas d'un désert, mais il est très mignon pareil. Un beau noir de jet, là. Moi, je le trouve très, très beau. Ouais. Et une des caractéristiques de beaucoup de ténébrions, c'est que, surtout ceux qui vivent dans les déserts, le jour, avec la rosée du matin, la rosée va s'accumuler sur leur dos. Et là, ils ont juste à se lever le popotin. Et les lignes qu'ils ont sur les élytres vont guider l'eau en gouttes jusque directement dans leur bouche. Donc, ils n'ont vraiment même pas besoin de dépenser de l'énergie pour boire de l'eau. Ils ont juste à se lever les fesses. Tellement smart. Donc, ouais, très, très bien organisé, ces petites bêtes. Puis c'est ça. Si tu trouvais que la diaphérode était légère, celle-là, tu la sentiras tout simplement pas. Elle est très, très, très légère. J'adore cette histoire de rosée, nous dit Marika. Je suis jaloux, nous dit Gouache. La couleur est magnifique, ouais. La couleur de la face est très, très belle. Dernier. Puis le noir aussi, la dernier. Couleur noire est... Si il veut bien se laisser prendre. Viens ici, toi. Et voilà. Oui, je sais, t'aimes pas ça. Hein? Alors ça ici, c'est mon dernier ami, le ténébrion couronné, à cause de la petite couronne d'épines sur le côté de son corps. C'est pas des épines qui vont piquer, c'est plus pour se donner un look un peu pas très appétissant. Rares sont les prédateurs qui veulent avoir mal à la bouche en mangeant, donc lui, en ayant l'air piquant, il se fait un peu laisser tranquille. Lui, il va venir du nord de l'Afrique, entre autres de l'Égypte. On pense qu'il était impliqué dans certains rites religieux des anciens Égyptiens à cause de sa forme là, un peu soleil. On connaît que les Égyptiens aimaient beaucoup tout ce qui était lié au soleil. Mais on n'est pas trop sûr. Donc, soit ils étaient impliqués dans les rites religieux ou c'est juste qu'ils ont réussi à rentrer dans les pyramides, mais pas à en sortir. Parce qu'on en a retrouvé dans les pyramides, mais c'est ça. Est-ce qu'ils sont juste rentrés pour se cacher du soleil et ils sont restés pris ou ils étaient vraiment impliqués? On ne le sait pas. En tout cas, moi, je ne le sais pas. Donc voilà, ténébrion couronné. Hop. C'est des insectes qui tombent souvent sur le dos parce que il n'y a pas grand-chose à grimper. Hein. Dans un désert, on s'entend, c'est un peu la définition. Donc, ils n'ont jamais vraiment développé
des griffes ou des pattes assez fortes pour s'accrocher, donc parce qu'ils font juste marcher, ils font pas grimper. Ouais. Donc ils tombent souvent sur le dos. Mais c'est bon, ils sont assez agiles pour se remettre sur leurs pattes au besoin. Très chouette. Donc, là, on est sur la même espèce aussi, la dernière? Oui, exactement, en arrière. J'avais demandé à nos techniciens de nous sortir deux membres de chaque espèce qu'on avait. Bon, techniquement, on a une 4e espèce qui ressemble au Ténébrion pinacate, mais la seule différence, c'est qu'il y a une épine de plus sur le fémur des pattes arrière. Donc, je me suis dit que ça valait pas trop la peine le détail de faire sortir ça à nos techniciens pour quelque chose qu'on s'en rendrait pas compte. Donc, voilà, très nos cool. amis les insectes. Merci beaucoup d'avoir amené tes petits spécimens Ça fait ici. plaisir. Pour les revoir ou en voir plus, rendez-vous à l'insectarium. Of course. C'est bon aussi de préciser que c'est pas une question de facilité, mais tu te demandes aussi des autorisations pour pouvoir sortir les insectes. Oui, effectivement. Si l'Agence canadienne d'inspection des aliments écoute, nous avons toutes les autorisations. Mais c'est bon de le préciser parce que c'est une organisation d'un live comme celui-là, ça demande de la paperasse derrière, c'est pas rien. Oui. Donc c'est bon de le préciser, de rappeler ça. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps et de nous amener tout ça, ces petits spécimens-là. Est-ce qu'on a des petites questions? C'est tout un phasme celui-là, absolument, Lisco. Ouais. Bienvenue à toi. Bienvenue. J'aurais pu en amener un qui fait 56 cm de long, mais on n'avait pas de boîte assez longue. Pour terminer, j'aimerais ça qu'on discute un peu de ta vision à toi. Si mettons dans 10 ans, mettons, si on se projette là, tu seras encore animateur à Insectarium peut-être, ça fera 18 ans pour le coup. Toi, selon toi, comment est-ce que tu vois les choses par rapport à la place des insectes dans l'alimentation? Est-ce que tu penses que ça va être comme aujourd'hui, ou est-ce que tu penses que vraiment petit à petit ça va se démocratiser? Ou est-ce que tu es un peu plus pessimiste, ou tu dis simplement je suis pas sûr qu'on va aller là-dedans? Je pense pas que tous les Québécoises vont en avoir dans leur assiette d'ici 10 ans. Ouais. À part ceux qui sont déjà dans les aliments que vous savez pas qu'ils sont là. Mais oui, c'est sûr que j'aimerais ça que les prix baissent, qu'il y ait une plus grande démocratisation, qu'on commence à les retrouver plus que juste dans quelques grandes surfaces et sinon les épiceries fines ou plus santé. Donc oui, c'est ça que j'aimerais beaucoup. En plus, parce que ça voudrait dire que les gens sont plus confortables avec le monde des insectes, ce qui est quand même notre but à l'insectarium. Ouais. Donc oui, j'ai quand même confiance que ça augmente petit à petit. Ouais. Puis c'est ça, avec des Twitch comme ça, des plateformes, si on peut refaire affaire avec des grands chefs québécois ou internationaux, oui, il y a définitivement de quoi faire, en tout cas, ça c'est sûr. Parce que j'ai l'impression que l'alimentation, c'est de plus en plus facile de pouvoir manger végétarien. Oui. En termes de consommation d'insectes, j'ose espérer en tout cas qu'on aura le même mouvement que ce qu'on a avec le végétarisme, le véganisme. Après, je sais, bossant, puis on en a déjà parlé en live, vous savez, vous connaissez mes positions là-dessus, mais souvent on en discute un peu. Toute la désinformation qu'il peut y avoir autour de la consommation d'insectes. Puis il y a des mouvements complotistes justement qui disent non, on va nous faire juste bouffer des insectes au nom de nos libertés, etc. Un peu les mêmes récits qu'on a pu avoir durant la pandémie. On a ça aussi pour la consommation d'insectes, ce qui forcément vient freiner l'avancement de cette consommation-là, puis la démocratisation. Beaucoup de désinformation malheureusement. Mais ça faut aussi en tenir compte. Puis peut-être que vous l'avez jamais vu passer sur les médias sociaux, parce que c'est quand même assez minoritaire, assez niché quand même d'être anti-consommation d'insectes, mais ça existe vraiment dans certaines sphères malheureusement. Il faut quand même le préciser. En tout cas, merci pour ton avis là-dessus. Puis, dans 10 ans, peut-être qu'on s'en reparlera, puis que les propositions ici auront peut-être évolué, puis qu'on pourrait éventuellement carrément faire un énorme brunch à base d'insectes et tout, avec une collaboration avec Allo Mon Coco ou d'autres brands de brunch. On a une question de Mamol qui nous dit: est-ce que la législation canadienne est prête pour la vente d'insectes pour consommation? Ben clairement oui, parce qu'on a des produits en vente, entre autres à Espace pour la vie et dans plusieurs épiceries fines ou non.
Donc oui, je pense que la législation est déjà là. Comme tout autre aliment, c'est des produits qui sont inspectés par les différentes agences et administrations. Donc niveau santé, niveau sécurité alimentaire, tout est correct là. C'est pas vendu subtilement, quelqu'un qui vous accoste dans une ruelle, qui ouvre son manteau et qui dit « Veux-tu manger des grillons? » C'est pas ça, là. C'est des produits officiels de compagnies certifiées avec des produits inspectés par les différentes agences. C'est tout fait dans les règles de l'art. Puis dirais-tu qu'il y a peut-être une législation supplémentaire parce que c'est des insectes? À cause en tout cas, d'autres aspects auxquels on ne penserait pas, mettons... Peut-être, si ça se développe, il faudrait voir. Là, pour l'instant, c'est les grillons, les sauterelles, les ténébrions, c'est tous des insectes qui viennent déjà, qui sont cosmopolites, qu'on appelle, qui sont déjà présents partout dans le monde ou presque. Donc, il n'y a pas de législation à avoir selon est-ce que ça pourrait devenir une espèce envahissante ou une espèce ravageuse. Ils sont déjà présents sur le territoire canadien, voire même le territoire nord-américain, point. Après ça, il faudra voir si on veut, par exemple, justement, là, on en a parlé au début, la chenille mopane, qui est très, très, très courante en Afrique. Bon, faudra voir avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Je pense pas tant pour le côté nutritif, plus pour le côté si elle s'échappe de la culture, est-ce que ça peut devenir une nouvelle espèce canadienne? Mais à part ça, je pense pas qu'il y a de problème là, de ce côté-là. Je comprends. C'est vraiment juste dans nos têtes. Ouais. Les animaux de compagnie mangent souvent des insectes dans leurs croquettes, c'est pas faux, ouais. Oui, c'est d'ailleurs peut-être par là que ça va commencer un peu... réduire l'impact écologique de la nourriture qu'on fait pousser ou qu'on élève pour la volaille, pour le bétail, pour le bétail, pour l'aquaculture aussi, les poissons. Donc oui, c'est pas juste l'humain là, qui devrait se mettre à l'entomophagie, c'est le monde animal en général. Là. Ça rappelle l'histoire de la spongieuse. L'histoire de la spongieuse? Oui, il y a beaucoup d'insectes puis d'animaux en général, bien honnêtement, qu'on a fait venir dans différents coins de notre belle planète pour répondre à différents besoins, comme par exemple la fameuse coccinelle asiatique. On l'a fait venir pour que dans les serres, elle mange des pucerons parce qu'elle est quand même assez grosse, elle est quand même assez agressive. Une serre, c'est pas étanche. Elle a trouvé le petit trou, elle est partie et maintenant, elle vole la place de nos coccinelles indigènes, qu'on en a quand même plusieurs dizaines de types de coccinelles indigènes au Québec. Mais on voit juste la coccinelle asiatique parce que justement, elle est plus grosse, elle est plus agressive. Donc oui, les menthes religieuses, c'est pour ça qu'on en a au Canada. Les menthes religieuses viennent d'Europe, ne viennent pas du Canada. Il n'y a pas de menthe au Canada native, ou en tout cas pas au Québec. Okay. Elles viennent toutes de l'étranger. Donc oui, il y a plusieurs histoires. Là. On pourrait, ça aussi, ça pourrait être un autre stream. Oui, notre prochain stream. Ouais. Mais c'est vrai, les poissons d'élevage, ils mangent quoi? Pas des insectes? Soit les poissons d'élevage, qu'est-ce qu'ils mangent? Du peu de recherche que j'ai eu le temps de faire, ça va être souvent des croquettes, par exemple, au soya. Okay. Le soya qui est quand même en tout cas, à ce que je sache, une plante quand même qui demande beaucoup de ressources à produire, beaucoup d'eau, beaucoup de minéraux dans le sol. Donc, on en fait pousser beaucoup pour, entre autres, donner aux poissons. Mais s'ils mangeaient des insectes à la place, ils auraient probablement une meilleure alimentation. Et ça ferait ça de moins de soya à faire pousser. Donc, on réduit l'impact environnemental de ça. On a des poissons de meilleure qualité. Fait que ça aiderait ce bout-là. C'est bon de rappeler aussi qu'on n'est pas sponsorisé par la Mexicoise. On met juste en avant les produits qui sont proposés à la boutique de l'Insectarium, un espace pour la vie.
Mais la meilleure façon de convaincre quelqu'un de réfractaire, c'est de convaincre son voisin, en tout cas d'essayer de trouver une façon de présenter le message. Mais ça, je pense que c'est pour tous les aspects, c'est pas juste pour les insectes, là, c'est de manière générale, quand tu souhaites essayer de faire changer la vie de quelqu'un sur n'importe quel sujet, il faut essayer de trouver une façon d'aborder les choses, d'aborder les conversations difficiles, de savoir qu'on va toucher l'ego des gens, et que forcément quand tu touches l'ego des gens, ça va être réfractaire, et que puis il y a beaucoup de biais aussi qui sont de l'avant, des biais cognitifs. On n'a pas vraiment eu le temps d'en parler, mais oui, des biais culturels et psychologiques, il y en a à la pelletée, là. On saura qu'on est rendu dans la démocratisation quand on pourra commander un trio McCricket. Le rêve. Retiens pas ton souffle, sauf qu'il était 55. Je pense pas que c'est demain la veille. Oh my god. Je pense que ce commentaire-là, il faudrait l'encadrer. Oh, c'est tellement bon. Le trio McCricket, c'est délicieux. Oh my god. Eh ben, my god, sur ces belles paroles. Merci beaucoup encore une fois Étienne, c'est excellent commentaire Self Kitty. Oui. Merci beaucoup Étienne, parent d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.